Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir à toutes et tous. On va commencer doucement le temps que les gens qui se sont inscrits se connectent. Je ne sais pas pile combien vous êtes à cette heure-ci, mais vous étiez cet après-midi plus de 1000 inscrits et inscrits pour suivre ce premier live que nous organisons à l'occasion du lancement du numéro 3 de la déferlante. Un numéro que vous pouvez vous procurer depuis notre site revueladéferlante.fr et qui sera dès demain chez votre libraire préféré puisque la déferlante est présente dans plus de 1000 librairies et il y en a à chaque numéro de plus en plus. Un grand merci aux libraires qui soutiennent la revue. En cette rentrée, nous avons voulu vous proposer un numéro combatif, un numéro énergique, ouvert sur toutes les luttes dans leur diversité. Et c'est pour ça que le thème de ce dossier choisi pour la rentrée, ça a été se battre, qui est apparu comme une évidence au cours de nos réflexions ces derniers mois. Dans la revue, vous retrouverez quantité de femmes engagées, comme toujours dans la déferlante, et vous en retrouverez notamment 3 qui, chacune à leur manière, sont des témoins, à la fois des témoins et des actrices des luttes féministes, LGBTQIA+, et antiracistes. Elles sont avec nous ce soir. Ça nous fait le grand honneur d'avoir accepté cette invitation. Je vais les présenter, même si probablement vous les connaissez déjà un peu. Pénélope Bagieux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une dessinatrice de bande dessinée au succès international. Certaines de vos œuvres sont traduites dans plus de 17 langues. Les femmes que vous dessinez sont des femmes culottées, pour reprendre le titre d'un de vos ouvrages sortis en 2016 et qui a connu une suite et une adaptation télévisée. Vos femmes, ce sont des sorcières, ce sont des femmes rock'n'roll. Et dans la déferlante, dans le 3e numéro de la déferlante, vous avez accordé une interview à Marion Pilas dans laquelle vous racontez comment vous avez fait progressivement de votre dessin un espace d'engagement en faveur de l'égalité femmes-hommes et notamment auprès des jeunes. Lise Coffin, vous êtes de votre côté journaliste, ancienne journaliste, ou en tous les cas, vous écrivez toujours puisque vous nous avez offert un très beau récit dans la déferlante numéro 3 et que vous signez l'an dernier Génie lesbien, qui a également connu un grand succès. Vous y revenez notamment sur vos activités militantes. Vous êtes activiste depuis 10 ans au sein du collectif La Barre, entre autres. Vous êtes aussi cofondatrice de la conférence européenne lesbienne. Et puis, depuis un an, on vous retrouve dans la vie politique parisienne et parfois française, puisque vous êtes également conseillère de Paris pour le groupe Europe Écologie Les Verts. Vous n'hésitez pas à faire entendre au sein de la majorité la voix du dissensus, ce qui vous vaut parfois des attaques très violentes de vos ennemis politiques aussi bien que de vos amis. On reviendra peut-être là-dessus. Et dans la déferlante, justement, dans le dernier numéro de la déferlante, vous revenez sur ce que la lutte, sur ce que toutes ces formes d'engagement, puis au fil des années, ont pu faire à votre corps. Enfin, Sarah Mazouz, vous êtes sociologue, chargée de recherche au CNRS. Votre travail de recherche interroge les dynamiques de racialisation et de discrimination qui mettent à bas l'idéal français d'égalité républicaine, le fameux universalisme autour duquel tourne nombre des débats de la vie politique française. Vous êtes entre autres l'autrice de cet excellent petit opus pour l'intersectionnalité, coécrit avec la sociologue Éléonore Lépinard aux éditions Anamosa. Un très bon ouvrage pour comprendre les enjeux à la fois scientifiques et politiques de l'intersectionnalité. Et dans le dernier numéro de la déferlante, vous débattez justement avec Daniel Obono, député, et avec l'autrice Grassley, les craintes que suscite l'intersectionnalité, craintes qui nécessitent parfois que des universitaires comme vous acceptent de monter au front. Je vous propose qu'on commence tout de suite la discussion. Pour les personnes qui nous suivent, vous pouvez poser directement vos questions dans le chat et puis je me chargerai d'en faire remonter certaines auprès de nos 3 intervenantes.
Alors, pour, pour inaugurer cette discussion, je vous propose justement qu'on s'arrête, qu'on prenne au sérieux la question qu'on a posée en ouverture. Est-ce que le féminisme est un sport de combat? Dans un sport de combat, le premier acte, le premier mouvement, c'est la montée sur le ring. Comment en vient-on à s'engager? Comment en vient-on justement à conscientiser une discrimination, une inégalité qui fait qu'on prend la parole et qu'on décide de dire il y a là un rapport de pouvoir, il y a là un rapport de domination et faisons en sorte de changer les choses. Je voudrais qu'on commence par vous, Pénélope Bagieux. Dans l'interview que vous donnez à La Déferlante, vous racontez une prise de conscience progressive. Au début, vous signez une bande dessinée qui s'appelait Joséphine. C'était une héroïne qui rêvait comme ça au prince charmant, à qui il arrivait régulièrement des mésaventures assez drôles. Aujourd'hui, les culottées que vous dessinez n'hésitent pas, elles, à dire fuck au prince charmant. Comment s'est fait cette évolution progressive? Quels ont été peut-être les déclics? Est-ce que ça relève d'une maturation plus lente? C'est une évolution qui s'est faite en même temps que la mienne, tout simplement. C'est vrai que Joséphine, en fait, je l'ai écrit quand j'étais assez jeune, qu'en plus de ça, c'était une commande, et que moi, les codes qui m'avaient nourri dans la fiction, et de manière générale, que ce soit en bande dessinée ou même dans le cinéma, sur les aventures trépidantes que pouvait avoir une femme, je ne voyais pas vraiment d'horizon au-delà de ça. Et du coup, quand on m'a proposé de créer un personnage et de lui créer des aventures toutes les semaines, pour moi, c'était indissociable de la comédie romantique, en fait. C'est-à-dire que je ne voyais pas d'espace autre pour un personnage féminin en fiction que ces histoires malheureuses avec des mecs nuls. En fait, ça me paraissait être le ressort comique le plus évident, celui que je maîtrisais le mieux aussi personnellement. Et du coup, voilà, je ne me suis même pas posé la question. Et en fait, heureusement, j'ai fini par me nourrir d'autres choses aussi que ça et découvrir l'intérêt de, pas forcément de raconter autre chose parce que c'est pas, je continue à trouver ça drôle en fait et ça, je continue à bien aimer les comédies romantiques d'ailleurs, mais c'est-à-dire qu'en fait, plus on vieillit quand on écrit de la fiction, plus, et je pense qu'en fait c'est valable dans tout ce qu'on écrit, plus ça devient impossible de déconnecter ce qu'on écrit de ce qu'on pense et des questionnements qu'on commence à avoir. Et je pense que c'est juste qu'il y a aussi 15 ans qui sont passés entre les deux et que ça me paraissait plus trop possible que ce que j'écris ne soit pas traversé par la réalité. Et encore plus quand, malgré moi, mes livres ont commencé à être un peu entre les mains de gens encore plus jeunes et de filles plus jeunes. Et je me suis dit que, bon, tant qu'à faire, j'avais un coup à jouer à subtilement planter des graines et donc leur parler d'autre chose que que de trouver un mec, en fait. Et les culottés, ça vous est venu en vous intéressant justement à des destins particuliers, comment est venue l'idée, comment est venu justement Euh, et ben, comme toujours, de manière très égoïste, parce que moi, ça m'intéressait et que j'avais envie de lire des bouquins sur ça et que par extension de le partager après. Mais au début, c'est parce que je voulais écrire un livre sur Katia Kraft, qui est une célèbre un vulcanologue. personnage passionnant. Et je m'étais dit, bon, c'est parti, je vais faire 300 pages sur Katia Kraft. J'avais déjà fait 300 pages sur Mama Cass, et voilà. Et je voulais ensuite faire à nouveau une biographie de Peggy Guggenheim. Et puis après, je me suis dit que j'allais faire des biographies toute ma vie à ce train-là, donc que j'allais plutôt faire plus court et en mettre plein, mais faire 6 pages à chaque fois. Et donc j'ai fait ma liste. Et ensuite, effectivement, de manière très égoïste et très agréable, et d'ailleurs c'est le cœur de métier de la BD, je me suis fait plaisir en passant un an à faire que ça en fait. Donc c'était génial. C'était vraiment une super année à lire que des biographies. Enfin, c'est un peu le métier de rêve quand même. Alice Coffin, vous de votre côté, vous dites avoir été valorisée par les hommes depuis votre enfance. Dans le texte de La Déferlante, vous redites à quel point votre père est un homme doux et bienveillant. Mais vous écrivez aussi dans ce texte, mon corps est un combat comme celui de toutes les femmes. Est-ce qu'il y a eu très rapidement ou enfin, comment vous est venue justement cette
cette envie de changer des choses en allant à l'affrontement s'il le fallait? Ouais, bonsoir tout le monde. Je redis, quand je dis valoriser, c'est parce que par les hommes, c'est parce que la première réaction, et c'était encore le cas hier, j'étais en entretien avec Natacha Polony sur BFM, et de dire pourquoi vous en voulez tant aux hommes, pourquoi, bon, ce qui est le classique en fait, donc il faut leur donner quelques gages en disant tout va bien, donc figurez de ce côté-là, mais donc, il doit y avoir un problème bien plus large en fait, si je suis, si je décide de consacrer autant de mon temps à la lutte féministe, alors que ça ne relève pas d'un trauma personnel ou de relations personnelles conflictuelles, c'est qu'il y a un problème. Et c'est pour ça qu'à à la question sur comment ça vient à la lutte féministe, moi je l'inverserais plutôt. Bah, c'est pourquoi on n'y est pas, pourquoi on n'y est pas toutes. Qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? Parce que, et c'est valable pour d'autres luttes aussi, c'est valable, moi je suis, ça a été rappelé, engagée aussi sur le champ de la lutte écologiste. On pourrait se dire, bah, il y a un péril mortel là qui est en train de se faire. Comment ça se fait que tout le monde ne soit pas absolument convaincu qu'il s'agit de se mobiliser, qu'il y a un intérêt à se mobiliser, puisque sinon, si on ne fait rien dans le cas du féminisme, bah, voilà, ça continuera, les femmes continueront à se faire tuer, etc. Si on fait rien au point de vue écologiste, on finira tout très mal. Donc, pourquoi est-ce que dans certains cas, ça se débloque, dans d'autres pas? Et je pense que ça pose la question qui, moi, m'intéresse beaucoup dans le féminisme, que c'est la question des représentations. C'est-à-dire qu'il y a un récit qui est fait, qui est posé sur, d'ailleurs, autant sur les écologistes que sur les féministes, qui est construit pour surtout ne pas inciter en fait à le devenir, donc avec une délégitimation, une caricature. C'est intéressant ce que Pénélope, c'est toujours intéressant ce que Pénélope raconte, mais là c'est intéressant de voir que c'est à travers aussi elle a cité plusieurs figures, ou justement de figures inspirantes. Et moi, ça a été un peu pareil aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment, si on retrouve des modèles, mais qu'on prend bien soin de nous cacher d'habitude, et des personnes qui donnent envie. Moi, j'ai eu la chance, voilà, de découvrir l'histoire de militantes féministes du MLF. Et du coup, au féminisme, j'y suis venue vraiment par la joie, parce qu'elles avaient l'air tellement géniales et de tellement rigoler ensemble, que ça ne pouvait que me donner envie. Et cette image-là, elle est évidemment absolument pas présentée ni par les médias, ni par les livres qui existent très peu, qui existent un peu plus. Mais moi, quand j'avais, enfin, je sais pas, quand il y a 25 ans, fallait se lever, quoi, fallait aller chercher, quoi, pour trouver justement ces inspirations-là. Donc, je pense vraiment c'est à réfléchir sur qu'est-ce qui empêche ça, qu'est-ce qui est très, très, très sciemment fabriqué pour qu'il n'y ait pas trop d'envie justement de féminisme. Moi, je parle des représentations, mais il y a pas mal d'autres, évidemment, obstacles, parce que ça représente aussi, et encore toujours, un coût personnel qui est fort. Mais je pense que là, évidemment, ce qui est intéressant, et la déferlante en est un signe une manifestation très forte, c'est qu'il y a justement on a la chance d'avoir des représentations, enfin, c'est pas une chance, il y a un travail derrière, des représentations très fortes, joyeuses, intelligentes, qui, je pense, du coup, vont entraîner encore plus de déferlement, justement, féministe. On l'espère. Sarah Mazouz, de votre côté, votre posture est celle d'une chercheuse. Vous avez choisi de travailler très tôt sur votre thèse, en fait, sur des sujets, donc les dynamiques de racialisation par lesquelles vous en êtes arrivé à utiliser le concept d'intersectionnalité. Vous revenez
sur ce point dans le débat de la déferlante numéro 3. Comment en êtes-vous arrivé à travailler sur des sujets qui avaient déjà une charge lourde politiquement? Vous racontez dans ce débat comment les émeutes de 2005 liées à la mort de deux adolescents, Zied Benna et Bouna Traoré, victimes d'une poursuite de policiers, comment ça a été un moment justement prise de conscience forte aussi en termes de recherche intellectuelle et d'évolution de votre problématique de chercheuse? Je pense que, comme toujours dans les objets de recherche, c'est une longue maturation qui est à l'intersection, là aussi, d'un parcours personnel et puis de rencontres d'objets et de théories qui viennent se faire écho. C'est pour ça que tous nos travaux, en général, et notamment en sciences sociales, ont aussi une dimension existentielle forte. Alors, comment j'en suis venue? On pourrait dire qu'il y avait déjà dans mon background une conscience féministe. J'ai grandi avec une mère féministe qui m'a transmis des choses. Et puis j'avais le couple de mes parents, là aussi, c'est un peu comme ce que disait Alice. J'ai un père voilà, et c'était du coup, il y avait une espèce de, comment dire, de dissonance entre ce qui se passait dans la maison et ce que je pouvais voir à l'extérieur, et qui a fait que très tôt, dans différents contextes nationaux d'ailleurs, j'ai été amenée à interroger ces logiques et ces formes d'inégalité naturalisées, voilà, qui faisaient que dans d'autres familles ou dans d'autres, voilà, hors de chez moi, je voyais que il y avait euh, quelque chose qui n'allait pas dans le traitement réservé aux femmes. Et je pense qu'après, moi j'ai grandi en partie en Tunisie et je suis revenue faire mes études en France. Et je pense qu'il y a eu aussi pour le coup, un temps pris à comprendre aussi ce qui se passait du point de vue là plutôt des héritages coloniaux et de la façon dont, malgré tout, même quand on a été au lycée français, qu'on a grandi dans une espèce d'illusion d'égalité républicaine, et ben une fois qu'on arrive là, et je suis pas la seule à faire cette expérience, on est d'un seul coup rattrapé par une histoire, et aussi simplement parce qu'il y a des catégories de perception qui continuent d'être actives. Et donc c'est comme ça que progressivement, et c'est peut-être de ce point de vue-là que ça a pris plus de temps pour moi, j'en suis venue à travailler sur ces questions. Et en travaillant sur la question des discriminations raciales et plus largement des processus de racialisation, j'ai retrouvé les questions de genre et donc l'intersectionnalité. Je vais donc, pour rebondir sur ce que vous me dites, je vais prendre une première question posée par Youssef Benali et qui m'amènera justement à ce qui est en quelque sorte le deuxième temps dans une lutte, à savoir le moment où il s'agit de jauger l'adversaire, de prendre conscience de l'espace conflit et des énergies qu'il faut pour y aller. Youssef demande si le féminisme ne peut être que radical, si on ne peut y aller qu'en étant très ferme sur ses postures et sur ses positions. Ce que disent aussi beaucoup de militantes féministes, c'est qu'une fois qu'on a chaussé les lunettes du genre, une fois aussi qu'on a pris conscience que l'universalisme républicain est souvent une forme de fiction, il est difficile ensuite de faire comme si ça n'existait pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Alice Coffin? Est-ce qu'il est possible d'être autre chose qu'une féministe radicale? Je suis un peu méfiante pas seulement des étiquettes, mais du fait de cataloguer et de juger les femmes dans l'engagement féministe. Je vais donner un exemple. Moi, je me suis beaucoup affrontée sur des sujets avec Anne Hidalgo, avec la maire de Paris. Je n'irais pas pour autant dire non, elle dit qu'elle est féministe, mais en fait, elle n'est pas assez radicale, donc elle n'est pas féministe. Elle est pas. Non, voilà, il n'y a pas de brevet de féminisme
à délivrer. On fait ce qu'on peut là où on est. Après, on peut trouver, voilà, et je trouve que certaines pourraient faire plus. Je trouve plein de choses, qu'il y a des erreurs d'appréciation. Pour autant, la question, c'est aussi souvent, est-ce que c'est du coup contre-productif? Parce que moi, je trouve plutôt que tout est bon à prendre, c'est-à-dire que ce à quoi on s'affronte, c'est un tel système, un tel continuum d'imbrication, de domination qui n'ont pas du tout à voir qu'avec le sexisme, hein, qui s'articule avec des dominations multiples, que ça, comme ça infuse vraiment chaque petit pan de la société. Je dirais plutôt, enfin radical, c'est plutôt, c'est très global aussi, c'est-à-dire que, et vous remarquerez d'ailleurs que le principal, souvent un des principaux reproches, ça va être il y a plus prioritaire, ou en gros qui se traduit aujourd'hui par, en ce moment, ces derniers jours, par « et les femmes en Afghanistan », sur quelques sujets donc, or, ça, pour moi, en revanche, c'est complètement, c'est absurde, c'est-à-dire que c'est chaque pan, tout se tient. Donc, évidemment, et ça, c'est intéressant de voir que c'est pas du tout encore compris, appréhendé, qu'il y a un lien profond entre chaque lutte, quel que soit son pan, qui est menée sur un plan féministe. Donc ça, je pense que c'est important voilà, en tout cas, un féministe très certainement global. Et après, radical de quoi, je ne sais pas, oui, mais c'est toujours pareil, hein. Moi, c'est ce qu'on me dit maintenant, mais en m'opposant justement, par exemple, à des gens, comme disait Halimi, qui elle-même se faisait traiter, alors que c'était l'année de ma naissance, dans des émissions de néo-féministes trop radicales. Donc, c'est vraiment, on est... c'est toujours la radicale de quelqu'un. Voilà, donc mais après, oui, c'est sûr qu'il faut y aller, oui. Alizée Alizée Montoisy demande dans le chat aussi comment vous gérez la colère, comment on arrive justement à appréhender en se protégeant un minimum ces engagements qu'on tente de tenir. Je me tourne vers vous, Sarah Mazous, dans le milieu universitaire, la posture de neutralité, une forme de distance qu'il faudrait avoir par rapport à son sujet, c'est un gage de scientificité, etc. Et en même temps, ce qui est très compliqué, c'est que la sociologie critique sur laquelle vous travaillez est souvent attaquée justement subit des attaques politiques et des attaques médiatiques qui se situent à des niveaux qui n'ont plus rien à voir justement avec le discours universitaire. Comment parvient-on à garder un équilibre justement entre cette dimension existentielle de son travail et en même temps une forme de posture qui est à la fois important professionnellement et aussi un moyen de se protéger peut-être. Je crois que c'est un peu ce qu'on essaye d'expliquer dans l'ouvrage avec Éléonore Lépinard quand on parle des épistémologies féministes du point de vue. Je pense qu'en fait, l'objectivité n'est pas la neutralité. Je crois qu'il y a une confusion dans le débat. Je crois que souvent, ce qu'on présente comme neutre est un point de vue dominant qui se donne comme étant la norme. Et c'est comme ça que fonctionnent en partie les différentes formes de domination. Donc, travailler à une objectivité pour un texte, pour un travail scientifique, oui, mais comme le montrent les travaux d'épistémologie féministe, c'est une objectivité qui est le résultat d'un travail collectif, de la capacité à inclure dans son travail des travaux nés de points de vue différents, de se rendre, essayer de lutter contre nos points aveugles, les points aveugles que nous avons toutes et tous. Et donc, c'est ça ce à quoi il faut travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'on dit aussi dans ce qu'on aime à appeler le petit livre rose entre nous, c'est que je ne sais plus ce que je voulais dire, pardon. Ce qu'on veut montrer dans ce travail aussi, c'est que
Tous les enjeux qui sont posés aujourd'hui et qui sont souvent posés sur un mode uniquement d'opposition idéologique et politique sont aussi liés à des postures épistémologiques, c'est-à-dire à des manières de concevoir la façon dont on produit du savoir. Et que les résistances auxquelles on a affaire, elles sont aussi liées à un refus de prendre en compte justement les savoirs produits à partir d'expériences minoritaires. De votre côté, pour rebondir sur la notion d'intersectionnalité sur laquelle travaille Sarah Mazous, Denis Geoffroy dans le chat demande comment expliquer, Pénélope Badieux, que les culottés peuvent avoir un grand succès qui à travers des destins individuels, ça parle d'intersectionnalité, justement, ça met en récit des enjeux intersectionnels et ça rend possible notamment une adaptation au dessin animé, alors que dès qu'on pose le mot dans le débat médiatique, dans le débat politique, ça suscite tout de suite de fortes réactions. Est-ce que vous, de votre côté, dans votre secteur professionnel, à savoir celui de la bande dessinée, il est possible de poser des mots très politisés. Il est possible notamment de dénoncer le sexisme qui existe dans ce milieu-là. Vous êtes membre du collectif des créatrices de bande dessinée qui s'est créé en 2015. Est-ce que comment on parvient à résister dans un univers où les femmes sont quand même encore assez minoritaires puisqu'elles ne constituent qu'un petit tiers des collectifs? Est-ce qu'il faut continuer dans la mise en récit? Est-ce qu'il faut poser des grands mots quitte à faire parfois peur? C'est beaucoup de questions en une. Hein. Ouais. Alors, effectivement, le collectif, comme souvent, le collectif permet quand même de faire face et même de se poser des questions, tout simplement. Le fait d'avoir un écho aux questions qu'on se pose dans un milieu très masculin et découvrir qu'en fait, tout n'est peut-être pas qu'une question de tempérament et de mauvais caractère et de gens pas sympas, mais en fait, non, qu'il y a des choses plus systémiques que ça et qu'il n'y a pas de raison que la BD échappe à ça en fait et en plus ça cumule beaucoup de choses la bande dessinée parce que c'est pas juste un milieu masculin, c'est un milieu de vieux petits garçons, donc vraiment c'est très compliqué et les femmes sont pas si minoritaires que ça, c'est ça qui est incroyable, c'est que on aime bien l'idée qu'il y en ait très peu, parce que c'est plus simple à expliquer, mais en fait, elles sont assez nombreuses. Et notamment dans la jeune génération des autrices de bande dessinée, elles sont vraiment très nombreuses. Et la génération encore après, des étudiantes en école d'art et des jeunes filles qui se lancent dans la BD, il y en a encore plus. Donc je pense que vraiment, mécaniquement, ça va vraiment être un fait qui va être très vite obsolète, cette histoire de minorité. Et pourtant, je pense qu'il y a gros à parier qu'elles rencontrent toujours le même genre de difficultés, les très jeunes filles de la BD à l'avenir. Donc, je pense que c'est malheureusement pas un problème de nombre. Il y a un truc de chasse gardée. Il y a une tradition de faire lire la bande dessinée à des petits garçons qui ont grandi et qui ont envie de parler de sujets qui les intéressaient quand ils étaient petits. Et du coup, une fois adultes, eh ben, ils n'ont pas envie, vraiment c'est ça, ils n'ont pas envie que les filles viennent jouer avec eux, parce que c'est vraiment de ce niveau-là. Et quand tout d'un coup, comme dans énormément de domaines de création, les femmes sont apparues, sont sorties du sol et ont commencé à avoir envie de raconter autre chose, on s'est rendu compte que ça faisait un regard différent, des personnages écrits différemment, un lectorat nouveau, et qu'en fait, c'était super. Voilà. Et quand en plus, c'est couronné par quelques succès commerciaux écrits par des femmes dans la bande dessinée, alors là, tout d'un coup, on se dit qu'en fait, on les a toujours très bien accueillies et qu'elles sont là depuis toujours. Mais non. Mais ce qui est sûr, c'est que se fédérer, et notamment par ce collectif des créatrices de bande dessinée, moi, ça a été vraiment je déteste le mot déclic parce que c'est vraiment éculé, mais ça m'a quand même ouvert les yeux sur plein de dysfonctionnements. Ça m'a rassurée quant au fait que j'étais pas seule, et ça a permis d'avoir, au lieu d'avoir toutes nos milliers de toutes petites voix que personne n'écoute jamais, d'en avoir une plus grosse qui porte, qui nous a permis d'exiger la parité dans les institutions, dans la bande dessinée, un peu à l'image de ce qu'a fait 50-50 dans le cinéma, mais on l'a fait dans la bande dessinée pour avoir une parité des jurys au Festival d'Angoulême, par exemple.
ce genre de choses. Ce qui a fait que des femmes ont eu des grands prix tout d'un coup. Donc ça valait quand même le coup. Et dans plein d'autres domaines de la bande dessinée. Et puis surtout d'avoir des représentations, de se dire tout simplement, il existe des autrices de bande dessinée. Elles sont capables d'aborder tout un tas de sujets très différents les uns des autres et pas juste des histoires de femmes. Et surtout, on arrête ce truc de Schtroumpfette, d'en mettre une à chaque fois dans toutes les tables rondes, histoire de dire on a mis une femme. Et d'ailleurs, on n'a pas mis une femme, en général, on a mis une fille, ce qui est quand même très révélateur. Mais voilà, donc maintenant, on est nombreuses, on est identifiées comme différentes et capables de parler de choses différentes. Donc, il y a quand même un petit progrès. Maintenant, pour revenir à la question du début, il faut quand même toujours faut quand même toujours montrer patte blanche, c'est-à-dire qu'avancer, démasquer, avancer avec une réelle intention politique, c'est pas encore ça. Mais je trouve, parce que j'aime bien voir le côté positif des choses, que justement la bande dessinée permet ça, c'est-à-dire c'est pas la peine de vouloir avancer démasqué à tout prix. On a un discours tellement, c'est tellement le soft power par excellence pour faire passer vraiment les pires trucs et les trucs les plus énormes, mais de manière complètement anodine. Moi, j'ai une anecdote, et ce sera la seule, mais parce que ça me fait toujours rire, que m'avait raconté une lectrice qui m'avait dit quand les culottés étaient sortis, ou peut-être le deuxième, quand ça marchait déjà un petit peu bien, donc que les libraires commençaient vraiment à le recommander, et qu'elle avait surpris un libraire en train de recommander les culottés à un homme adulte qui était probablement un père, et il lui disait alors ça vraiment vous pouvez y aller parce que c'est super, vraiment, moi je l'ai lu et c'est bien, ça parle de femmes, etc. Et en plus c'est pas genre féministe, quoi. Et, et, la lectrice qui a entendu ça était allée voir le libraire et elle avait dit, sans m'avancer, je crois que je peux dire, parce que j'ai déjà entendu l'autrice le dire, que si, justement, c'est un livre féministe. Et le libraire était... Enfin, et je trouvais ça marrant de s'en défendre, quoi. Non, mais rassurez-vous, c'est pas féministe, pas d'inquiétude, les enfants vont pas devenir fous en lisant ça. Et en fait, à la limite, je m'en fous un peu. Je sais qu'une étape intermédiaire, avant de dire le mot, avant d'avoir conscience du fait que c'est très politique de raconter des histoires de femmes, toujours pareil, planter une graine très douce si tu veux, c'est pas féministe. D'ailleurs, si tu veux, c'est même pas engagé, c'est juste 30 histoires de femmes super cool. Voilà, je te laisse faire ce que tu veux de cette information. Ce n'est pas politique. Et du coup, les parents se disent que voilà, c'est des histoires. Et tant mieux, parce qu'en fait, c'est ça qu'on veut. On veut que des petites filles et des petits garçons lisent des histoires de femmes super et grandissent en se disant elles sont super. Voilà. En fait, plus tard, il sera toujours temps pour eux, et je leur souhaite d'ailleurs de pousser la réflexion plus loin que les culottés en grandissant, et que du coup, Voilà. Mais n'importe quelle petite graine est bonne à prendre. Je me place toujours de mon point de vue personnel. Quel temps j'aurais gagné, vraiment, si ce genre de petits cailloux, pas que mon livre, hein, je ne dis pas si seulement j'avais lu mon livre quand j'étais petite, mais ce genre de réflexion, de petits débuts de réflexion, que moi j'ai dû péniblement engager seule à partir de 25 ans avec 15 ans de retard. Bah, quand on voit les filles de maintenant, les jeunes filles de maintenant, elles ont quand même gagné beaucoup de temps par rapport à nous. Donc en fait, tout est bon à prendre. Mais je pense effectivement que si demain je sortais une BD en mettant les mots qui font peur dessus, en fait, ce qui m'emmerderait, pardon, ce qui serait vraiment un problème, c'est que je sais que du coup, on ne me parlerait que de ça. De la même manière qu'on a bloqué sur 3 lignes du livre d'Alice, en fait, on ne me parlerait que de ça. Et, je n'ai pas envie, en fait. Mais de toute façon, même sans faire ça, en fait, parce que je réfléchis à ça, de toute façon, à partir du moment où on est abonné à une case, moi, de toute façon, les journalistes en général réfléchissent juste à quel degré mon livre est féministe ou pas. Et alors, cette fois encore, des histoires de femmes, Pénélope Bagieux, est-ce que c'était important pour vous de faire un livre engagé féministe? De toute façon, le mot est lâché, quoi. Donc, ça va être un sujet de fixation, voire de crispation. Et encore, moi, je suis vraiment celle qui prend le moins de risques de tous. Parce que, voilà, je raconte des histoires de vulcanologue, quoi. Voilà. Politiquement, je prends assez peu de risques quand même. Et qu'il s'agisse de soft power ou de poser de manière plus frontale les mots ou dans d'autres milieux, une question de Céline Rallier-Burdalski, est-ce qu'il est possible de faire changer quelqu'un d'avis sans céder le terrain sur
ses convictions. Je repense à une démarche que vous avez effectuée, Alice Coffin, pour un livre qui s'appelle Sororité, qui est sorti aux éditions du Seuil, des écrits de femmes, et pour lequel vous étiez allé interroger des femmes qui vous avaient très violemment attaquées. Je pense par exemple à l'éditorialiste Sonia Mabrouk, en leur demandant, afin d'échanger et de parler justement de voir ce que pouvait être cette sororité. Est-ce qu'il est possible, une question d'autant plus importante qu'on est à un moment où les débats sont très brutaux, les clivages et les antagonismes sont très marqués, voire parfois mis en scène. Est-ce que vous pensez les unes et les autres qu'il est possible de faire avancer celui ou de faire céder celui qui est en face sans céder de ce qu'on dit, de ce qu'on dit et de ce qu'on pense? Je pensais à Alice Coffin, notamment au domaine politique. Ah, pardon, moi j'attendais comme ça, j'étais là. Non, mais parce que cette démarche-là m'a vraiment. Elle était très, très particulière. Alors la démarche, effectivement, c'était. Non, mais c'est parce qu'on m'a demandé d'écrire un ouvrage, un texte sur la sororité. Bon, je dis. Comme je disais tout à l'heure sur le féminisme, surtout de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, je me suis dit, je vais aller voir celles pour qui, manifestement, la sororité, ce n'est pas du tout dans leur agenda, dans leur plan. Donc, je suis allée voir, effectivement, Marlène Schiappa, Anne Hidalgo, Sonia Mabrouk, qui m'avaient bien attaqué, voilà, au moment de la sortie du livre ou quand j'étais élue, pour leur dire, vous, en fait, non, quoi, c'est pas votre. Et on a discuté. Je pense que. Je sais pas si on sans renier, pas renier. Je pense que vraiment, c'est des questions. Moi, je le fais pas. Enfin, je reste vraiment. Je crois très fortement que précisément, il faut imposer un discours sans concession. J'entends le truc parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, mais tu devrais. Et on m'a donné, y compris des femmes politiques, plein de gens que j'aime bien, qui m'ont dit oui, mais ça passera pas. Faut réduire d'un ton. Tu peux pas estimer qu'on va te comprendre comme ça. Essaye. Alors moi, j'adopte pas du tout en fait cette stratégie-là, ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas discuter. C'est ça ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de possibilité aussi, on parlait de radicalité, la radicalité peut être joyeuse et souriante, et sympathique et empreinte de gentillesse. Donc oui, aller parler, mais non, moi je crois au contraire que ce qui est intéressant, je le vois en ce moment, par exemple, c'est des questions qui se posent tout le temps en termes de discours politique. Moi, j'accompagne beaucoup Sandrine Rousseau dans sa campagne pour la primaire écologiste. Et évidemment, quand on en vient au combat politique et au combat électoral, notamment, il y a la volonté de dire « Ah ouais, mais attention, il va falloir aller un peu plus ratisser largement. On ne peut pas convaincre avec un discours radical ou un discours minoritaire, où on ne peut pas intéresser tout le monde. » Et ça, c'est vraiment une chose à laquelle je n'adhère pas. Je pense qu'il n'y a aucune raison de se penser que le discours qui est classé comme un discours d'une catégorie ou minoritaire, il ne pourrait pas s'adresser et parler à un large public. Je pense que c'est une erreur de faire ça. C'est ce que développe notamment Monique Wittig dans sa préface à la Passion de Djuna Barnes, et qui explique bien qu'il y a un universel du point de vue minoritaire, pour le dire autrement, que je crois qu'il y a une force de conviction justement à rester dans ce qui nous concerne profondément, et que ça fonctionne après, et que c'est ce qui permet justement de déplacer. En l'occurrence, moi je travaille sur le déplacement des discours médiatiques, et pour vous donner un exemple, c'est vraiment sur quoi je travaille ces derniers jours, donc j'en suis assez pétrie, quand Sandrine Rousseau, elle débarque en disant que pourquoi elle est candidate, c'est parce que à cette présidentielle, et qu'elle dit c'est parce que mon humiliation a des limites, et c'était une humiliation pour des milliers de femmes qu'Emmanuel Macron balaye nos combats d'un revers de main en nommant Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qui se passe? 2 jours après,
on a la matinale de France Inter, ils nous en ont donné un exemple ce matin en laissant pleine parole à quelqu'un comme Alain Finkielkraut. Il y avait la matinale de France Inter qui reçoit Gérald Darmanin et Demorand, qui avait interviewé un an plus tôt ce même ministre de l'Intérieur en bredouillant vraiment. Mais en fait, il y a cette petite affaire de viol qui n'osait pas. Là, il a dit, Monsieur le ministre, Sandrine Rousseau a déclaré que vraiment c'était un scandale, parce qu'il peut s'appuyer sur cette parole radicale-là, parce qu'il peut s'appuyer sur cette parole, qui est une parole, voilà, qui est sur cette parole sans concession-là. Donc, si on veut essayer, en tout cas, moi, c'est mon boulot, de faire bouger justement ce qui est considéré comme négociable, pas négociable, permis, pas permis dans cette société, audible, pas audible. Je pense au contraire qu'il ne faut pas du tout réduire le ton. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et que c'est vraiment, moi, enfin, en tout cas, à chaque fois, ça s'est vérifié. C'est-à-dire, si c'est ce dont j'en parle dans le texte de la déferlante, mais au moment où il s'est agi au Conseil de Paris de dire pour nous, il n'est pas possible d'avoir un adjoint à la culture qui est lié à un écrivain pédocriminel. En l'occurrence, je parle de Christophe Girard d'un côté et de Gabriel Matzneff de l'autre. Il m'a dit non, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Non, c'est pas vrai. Ça ne marchera pas. En fait, je reviens toujours à ça, mais on nous met beaucoup en tête, on nous met beaucoup en représentation des choses qui ne seraient pas possibles, que ça ne serait pas possible. Et ça, c'est tout le boulot et du patriarcat et d'autres choses, de dire les choses sont figées, les choses fonctionnent ainsi. Et c'est en les déboulonnant et en étant capable d'abord de les verbaliser, justement, que ça permet ensuite de les faire exploser. Donc oui, pour discuter, ce que je fais vraiment tout le temps, mais toujours en gardant, sans chercher à changer ses positions pour convaincre. En tout cas, pour moi, ça ne fonctionne pas comme ça. De votre côté, Sarah Mazouz, est-ce que vous estimez que le rôle citoyen de la chercheuse, du chercheur, c'est aussi de parler au grand public, d'aller dans les médias, même quand la structuration du débat est parfois biaisée, c'est-à-dire dans le numéro 3 de la déferlante, vous évoquez ce terme anglais, le both-sidism, qui consiste à mettre à égalité des opinions qui n'ont pas du tout la même consistance épistémologique, c'est-à-dire qui n'ont pas la même valeur et la même cohérence théorique. Est-ce que de votre côté, vous estimez que c'est vraiment votre rôle et qu'il y a là un enjeu de la recherche universitaire, surtout à un moment où les personnels universitaires sont exposés à une plus grande précarité, puisque l'université française est très attaquée par certaines politiques. Est-ce que ça fait partie aussi de ce que vous estimez être vos missions? Je pense qu'en effet, il y a une mission. C'est pas un hasard si au départ la recherche est un service public, c'est-à-dire que l'idée c'est pas d'avoir des stars et des gens qui trouvent des prix Nobel, mais des gens qui travaillent au bien commun par l'apport de leurs travaux, et justement pour ne pas en rester à cette dimension lénifiante du discours réaliste, c'est-à-dire produire des idées qui vont faire qu'on va être plus audacieux, et plus audacieux politiquement aussi. Donc, bien sûr, après, sur cette histoire du both-sidism ou de participer à des débats, en fait, ça dépend. Moi, je n'ai pas de règles constantes. Ça dépend aussi notamment de qui je vais avoir face à moi. C'est-à-dire, est-ce que ça a vraiment du sens d'aller discuter, ou si c'est vraiment une espèce de mise en scène d'un débat qui n'en sera pas un. Et puis, je crois que ça dépend, c'est-à-dire que ce à quoi on a assisté cette année aussi, c'est quelque chose qui est assez piégé, c'est-à-dire une intrusion d'un discours politicien sur des questions de recherche, qui accuse les questions de recherche d'être en fait idéologiques et politiques, mais qui les déforme et qui vise à discréditer le travail des chercheurs. Donc, dans ce contexte-là, en fait, il y a des moments où il faut répondre, et au contraire, il y a des moments où il me semblait plutôt important de ne pas répondre, parce qu'en fait, je ne crois pas que les hommes politiques ou les femmes politiques aient forcément un discours à produire, eux, sur des outils que nous utilisons. Et donc, quand eux se mêlent d'en parler, je ne suis pas sûre qu'à chaque fois, il faut les accréditer en leur répondant comme si c'était des collègues qui n'avaient pas qui n'étaient pas arrivés au même résultat. Donc, je crois que c'est vraiment quelque chose qui se décide un peu au coup sur coup, en fonction du contexte,
et en fonction de la configuration particulière. Mais après, qu'il y ait d'abord, moi je suis dans une discipline qui a un rapport au social et un rapport au politique, donc voilà. Et après, plus largement, bien sûr, qu'il y a un rôle dans la cité euh, de ces recherches, en fait. Sinon, elles ne seraient pas autant attaquées, en fait. C'est aussi parce qu'elles peuvent apporter du changement et en tout cas de la critique, qu'elles sont à ce point en ce moment attaquées. Merci. On a un retour d'un libraire, Pénélope Bagieux, qui nous dit que de son côté, il lui est arrivé d'adapter son discours et d'éviter de dire le mot féministe, justement parce que ça permettait à certains clients, à certaines clientes de dire des choses qu'elles n'auraient pas lues autrement. Donc, parfois, il faut il faut entrer clandestinement dans les bibliothèques. Il y a plusieurs questions qui nous reviennent toujours par rapport à cette tension du débat qui pose la question de savoir comment on se protège dans cet engagement, comment on fait en sorte de ne pas s'épuiser personnellement. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les collectifs militants ces temps-ci et qui aussi, la question a notamment été posée par Florence Hainaut, qui est la co-réalisatrice du docu Sale pute, où elle évoque le cyberharcèlement. Vous êtes des personnalités publiques, des personnalités médiatiques présentes tous les trois, je crois, sur Twitter. Comment on fait face par rapport à ce qui peuvent être réellement des débordements de haine qui visent particulièrement, on le sait sur les réseaux sociaux, les femmes, davantage encore les femmes racisées. Comment vous protégez-vous les unes et les autres par rapport à ça? Peut-être Alice Coffin pour commencer, puisque vous avez porté plainte pour cyberharcèlement. Oui, alors, ouais, et puis bon, c'est une bonne journée, puisque c'est suite à l'entretien justement, mais comme à toute prise de parole publique, je me suis retrouvée encore entêtée aujourd'hui avec un bon cyberharcèlement. Donc, et bonjour et bravo à Florence Hainaut et Myriam Leroy pour leur documentaire extrêmement important. Je sais pas, non, comment on se protège? Regardez ma tête, je suis fatiguée, quoi. Le coup, on sait, voilà, il y a un coup, et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire, et c'est parce que tant que ça ne sera pas compris, et notamment sur le cyberharcèlement, qu'on n'est pas là juste sur un sujet classique, j'allais dire grave, mais classique, d'attaque contre des personnes, etc., mais qu'on est sur un sujet profond de qu'est-ce que c'est qu'une démocratie, qu'est-ce que c'est qu'un espace public. On ne mettra pas, je pense, suffisamment les moyens pour le combattre, parce que ça veut dire très clairement c'est pas seulement un épuisement, ça va, moi, hein, mais c'est simplement quel prix on doit payer, quoi. Quel prix nos corps doivent payer pour exister dans ces espaces politiques et médiatiques. À quel coût, en fait. Et il est évidemment élevé. Alors, effectivement, il y a des situations judiciaires, mais là, on parle de cyberharcèlement qui doivent encore énormément évolué. Moi, je vois, là, j'ai vu récemment, effectivement, j'ai porté plainte. C'était une plainte hyper travaillée, qui faisait 60 pages, tout ça. Ils ont commencé par retenir, c'est très compliqué déjà pour qu'elle soit prise en compte. Et puis, sur les 34, on avait isolé sur des milliers et des milliers d'insultes, de menaces. La justice en a examiné un, s'est arrêté. Ils ont dit qu'ils allaient poursuivre. Bon, et juste sur ce cas-là, en fait, j'ai reçu un avis, là, je n'ai pas raconté encore ça, mais j'ai reçu un avis d'indemnisation. Donc, la personne, là, qui, je ne sais plus, c'était à base de Gouinas, hein, son tweet, doit me payer 300 €. En revanche, le tweet, il est toujours là. C'est-à-dire qu'à aucun moment, la justice a pris en compte le fait que il y avait un problème, du coup, comme si c'était déconnecté de la question des réseaux sociaux. Et je me dis que sur le droit, en fait, sur la loi, il y a beaucoup de choses à faire changer. Quand ça se passe comme ça, quand un journal est condamné, par exemple, pour diffamation, ils doivent l'afficher. En première page ou dans leur colonne, ils doivent dire « Ce journal a été condamné parce qu'on a donné une fausse information, on a fait de la diffamation. Je ne comprends pas pourquoi ces comptes-là ne devraient pas aussi dire « Ce compte-là a été condamné parce qu'il y avait…
publier des insultes lesbophobes, des insultes racistes, etc. Donc, bon, on a une petite marge. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de choses qui peuvent faire bouger, sur lesquelles on peut se battre. Après, on a le gros de la chose, qui sont que, ce que je disais tout à l'heure, que tout est lié, c'est un continuum et qu'on n'en finira pas avec ce qui se passe sur le cyberharcèlement tant qu'on n'en finira pas avec un système profondément sexiste, raciste, et que c'est tous ces ressorts-là qui ne sont pas différents, juste la manifestation est différente. Et pour la protection, vraiment, je le dis parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font, donc je le dis aussi aux personnes qui nous écoutent, merci, toutes les personnes qui viennent défendre ça aide énormément. C'est-à-dire que ce qui change un peu, et j'en parle souvent avec Rokhaya Diallo, c'est de se dire, à un moment, tu n'as même plus toi à réagir, à faire quoi que ce soit, et tu vois comme ça toutes des bandes arriver et contrecarrer les propos, et ça, c'est extrêmement réjouissant. Donc, merci vraiment à toutes celles, tous ceux et ça marche beaucoup. Donc, encore une fois, la réponse, comme toujours, en fait, elle est dans les souffrances un peu, qui peuvent être individuelle, la réponse, elle est collective. Elle est dans le soutien collectif et dans la rigolade collective aussi, parce que c'est ce qui permet quand même de mettre un peu de distance. Et Néo Bageux, vous, de votre côté, vous subissez aussi des attaques sur des reproches qui peuvent être soit liés à votre milieu professionnel ou qui peuvent être sur les espaces réseaux sociaux ou qui viennent d'ailleurs pour vos prises de position? Non, je veux rien ajouter à ce qu'a dit Alice parce que vraiment, c'est tellement minime. En plus, moi, je suis partie de Twitter pour ça. Donc, d'accord. Voilà. Ouais, non, je suis fatiguée, ça me fatigue. Je trouve que c'est trop d'énergie dépensée à avoir mal au ventre à chaque fois qu'on ouvre Twitter en se demandant à quelle sauce on va être mangé ce jour-là. J'ai trouvé une solution de lâche, c'est que j'y vais plus. Et en fait, ça va très bien. Mais c'est parce que moi, j'ai pas non plus de présence médiatique parce que c'est vrai que quand même, quand je sais que par exemple, je sais rien, je suis en promo ou des choses comme ça qu'en fait, qu'on passe à la télé, parce que c'est ça le moment où en général ça crée toujours un problème parce que sinon en fait tout le monde s'en fout. Mais dès qu'on dit quelque chose à la télé, maintenant moi je l'ai en tête en parlant à chaque fois. C'est que je me dis, est-ce que tu as les épaules pour la suite, pour les semaines à rentrer la tête dans les épaules, à te faire retweeter par des comptes certifiés d'extrême droite qui vont t'envoyer des joyeusetés, des gens vers toi pendant. Et en fait, à chaque fois, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de ça pendant les semaines qui viennent? Et parfois, non. Donc, voilà. Ça m'a jamais empêché de dire des choses que j'avais envie de dire. Mais même si c'est quand même malheureux d'avoir ça en tête dès le moment où l'idée germe dans la tête, de se dire, je connais les conséquences. Et c'est parce que c'est tristement réel à chaque fois. C'est qu'il y a certains mots, quand on les prononce à la télé, on sait que c'est terminé. Si jamais l'émission de télé choisit de garder cet extrait-là et que c'est celui-là qu'ils mettent sur Twitter, ça part dans un monde parallèle d'injures et en général, c'est une période pendant laquelle je mets mon compte en privé ou je me fais une petite cure de pas de Twitter pendant quelques semaines pour pas aller voir parce que je me doute en fait. Et effectivement, comme dit Alice, il y a des gens super qui s'occupent déjà de pas nous le raconter. Ça, c'est quand même un petit conseil que je donnerais aux gens qui pensent bien faire en disant, tu sais, j'ai vu ce qu'on disait et moi, non, mais ne nous dites pas en fait. Si on choisit de pas aller regarder, c'est vraiment parce que c'est pour notre survie en fait. Donc, c'est très sympa de nous le raconter, mais il vaut mieux pas. Et en fait, il y a quand même un truc magique, c'est que quand on en a la possibilité, tu vois, je pense à quand Alice parle de Sandrine Rousseau, le problème, c'est quand on est en campagne, on ne peut pas se permettre de dire oh, bah, je ne vais pas regarder les réseaux sociaux, c'est plus simple. Malheureusement, ce serait super, mais ça ne marche pas. Mais moi, en fait, je fais des livres avec des dessins, donc si j'ai envie d'arrêter Twitter, j'ai le droit. Ça ne va pas mettre en péril mon projet. Et en fait, ce qui est fou, c'est que très rapidement, au bout de quelques jours, c'est comme si ça n'existait plus. C'est que moi, j'arrive à me raconter au bout d'un mois loin de Twitter qu'en fait, ces gens n'existent pas, que tout ça. Et du coup, c'est un peu dangereux parce qu'on se dit, mais je pourrais en fait tout simplement ne plus jamais y aller. Et puis ne plus être au courant et ne pas savoir. Et puis, sauf que c'est un autre débat, mais moi, là, je vois les limites de ne pas être sur Twitter. C'est que j'ai aucune digestion de l'info qui m'intéresse. Ça, c'est quand même. J'ai l'impression d'être ma mère, en fait. C'est que je suis au courant des choses 200 ans après tout le monde. J'ai l'impression d'avoir le niveau d'info de Facebook, en fait. Et souvent, en plus, j'ai le réflexe qu'est-ce que les gens en disent sur Twitter dès qu'il se passe quelque chose dans l'actualité. Pour moi, c'est devenu tellement un complément indissociable de l'actu d'avoir la lecture et la digestion des gens que je suis. Pas tant de voir ce qui est en trending topic, mais les gens que j'ai pris l'habitude de suivre depuis des années, qui ont participé en plus à mon éducation, vraiment, ça, je reconnais ça
aux féministes qui prennent le temps de faire de la pédagogie sur les réseaux sociaux, ne plus avoir leur éclairage et leur son de cloche. J'ai l'impression qu'on m'a amputé d'une partie de l'info. Donc, je me prive de ça. Mais d'un autre côté, on a vachement moins mal au ventre, en fait, et on dort mieux. Et donc, je pense qu'il faut réussir à trouver un équilibre de mettre un doigt dans le grand bain de temps en temps, de voir la température de l'eau. Et puis, quand on sent que c'est trop, réussir à réellement couper et, et puis se dire que il y a une telle injustice, en fait. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que tout le monde s'est dit en voyant Sale pute, c'est que ce qui est terrible, c'est que déjà, il y a tellement de gens qui prennent pas ça au sérieux. Il y a encore des gens pour dire ah oui, les trolls. On se dit mais oh là là, tant qu'on en est à voir ça comme des ados qui font des blagues, et tant qu'on n'a pas compris que c'est quelque chose d'extrêmement violent, de réfléchi, de très systématique, de gens qui sont pas du tout des ados dans leur chambre, c'est pas vrai en fait. Il y a un vrai projet de faire taire quand même. Donc c'est pas des ados. Moi, quand j'étais ado et que j'avais des phases où j'étais blagueuse et conne, le maximum que j'aurais fait, c'était des blagues au téléphone, en fait, ou faire chier quelqu'un dans ma classe, mais on parle pas du tout de ça. Il y a un vrai projet de faire taire les gens qui ont une parole qui dérange, ou juste qui ont une existence qui dérange, et ça marche, parce qu'on a peur, parce qu'on a tout l'exemple, parce qu'il y a des jurisprudences, parce qu'on connaît toutes des amis ou des connaissances ou des militantes pour qui ça allait trop loin. Et on se dit, oh, j'ai pas envie qu'il m'arrive ça, en fait. J'ai pas envie d'aller jusque-là. Donc, voilà. Et moi, celle qui décide d'y aller quand même, d'y aller plein pot en disant les pires trucs, pour moi, c'est vraiment nos héroïnes. C'est que on est derrière elles, planquées, vraiment, à les laisser, elles, prendre des flèches et dire, oh, je suis en renfort si besoin. Mais j'y vais pas parce que je suis une grosse trouillarde. Mais ce constat me désespère, hein. Et vous, de votre côté, Sarah Mazouz, comment, en tant que chercheuse, on sait que l'institution ne protège pas forcément correctement les chercheuses et chercheurs qui prennent la parole. On a vu des chercheuses au printemps dernier, notamment à Grenoble, attaquées parce qu'elles travaillaient sur des questions proches des vôtres, l'intersectionnalité, l'islamophobie. Il y a des collectifs, des endroits où, en tant que personnel de la recherche, vous partagez aussi à la fois ce souci d'intervenir dans le débat public, mais aussi de s'en protéger de manière à ce que ça ne devienne pas un sacerdoce épuisant. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion de plus en plus. C'est un peu comme ce que disait Alice sur le fait qu'il n'y ait pas sur Twitter ce qu'il peut y avoir pour un journal, par exemple. On est dans une situation où nos institutions n'ont pas toujours été préparées au type d'attaque auxquelles on a. Donc, il y a les formules de protection fonctionnelle, etc. Mais je crois qu'en effet, en ce moment, c'est des choses auxquelles il faut penser collectivement, mais en lien, c'est-à-dire qu'il faut aussi mettre ces institutions face à leurs responsabilités, parce que ces risques qu'on prend, on les prend en faisant notre travail de chercheuse ou de chercheur. Et donc, il faut arriver à faire que de ne pas se retrouver seul ou d'être lâché. Et puis en plus, maintenant, de plus en plus, justement, avec cette précarisation de la recherche, etc., il y a de plus en plus de gens qui interviennent dans des institutions, mais qui n'en sont pas nécessairement des salariés titulaires ou enfin, des personnes titulaires ou des salariés sur un long terme, etc. Donc, comment, dans ces cas-là, une institution peut protéger des personnes qui, pour leur recherche, ou même pour une forme de travail, un peu de pédagogie, peuvent se retrouver attaquées. Voilà, c'est ce qu'on a vécu, nous, avec Mathilde Cohen et moi, à propos d'une petite vidéo qu'on avait proposée en prévision d'un numéro de revue qu'on sort sur la notion de blanchité et comment la transposer dans le contexte français. Et n'étant pas, enfin, on avait fait ça pour la semaine doctorale intensive à Sciences Po, et puis la vidéo a été détournée, et puis c'est devenu complètement viral. C'est surtout Mathilde qui a été très fortement attaquée. Mais on a été, de fait, on est toutes les deux chercheuses au CNRS, et on a proposé de faire ça complètement gratuitement en participant à cette semaine intensive doctorale. Et Sciences Po a eu comme communiqué de préciser qu'on n'était pas enseignante dans l'institution, donc de pas du tout nous protéger en pensant se protéger, elle, des attaques qu'il y avait sur Twitter. Donc je crois que c'est vraiment ce genre de choses qu'il faut arriver au maximum à éviter, parce que
d'abord, c'est aussi c'est une forme de défaite face à ces discours d'intimidation. Et puis, voilà, il faut essayer, là encore une fois, de réfléchir collectivement et aussi de manière articulée aux institutions de recherche pour protéger les chercheurs et les chercheuses. Et je dirais une dernière chose, c'est que moi, ma réaction face à ça, c'est de me dire qu'il faut que je continue mon travail. Donc, et que la meilleure réponse, c'est de continuer à faire c'est les recherches que je fais, parce qu'en fait, c'est une espèce de confirmation, en fait, ces réactions complètement, comment dire, extrêmement violentes. Ça dit bien qu'on touche à quelque chose auquel il faut toucher. D'accord. Pour finir, je vous ai proposé, quand on a préparé cette émission, de réfléchir et d'évoquer rapidement des figures une figure de femme. Héroïne est peut-être un grand mot, mais des fois, ça passe par peu de choses, l'héroïsme. Tous les héros et toutes les héroïnes ne portent pas des capes. Quelque chose qui incarne justement le combat et la lutte et qui puisse... on parlait de l'importance des représentations, qui puissent nous porter, y compris dans les mois durs qui s'annoncent de campagne politique au climat parfois délétère. Peut-être Pénélope Bagieux, est-ce que vous pouvez nous parler d'une combattante ou d'une guerrière qui vous porte dans votre travail? En fait, moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, je suis plutôt entourée personnellement de femmes comme ça. Donc, j'ai pas forcément de nom de femmes publiques ou de femmes connues comme ça, mais après une période à vraiment aller chercher des modèles très loin de moi pour essayer de me donner de l'envie de défier les choses, etc. Je me rends compte que maintenant, je me fais souvent la réflexion au cours d'une même journée de me dire que je pense qu'une des choses qui me donne le plus d'énergie, c'est une espèce de bain dans lequel je suis, entourée de femmes d'un peu tous les âges qui m'impressionnent pour une chose, c'est que j'ai l'impression qu'elles n'ont pas peur, alors que je suis sûre qu'elles ont peur, mais qui arrivent à transcender ce truc-là et à donner l'impression qui ont vraiment une attitude très tout va bien se passer. Et moi, je suis fascinée par ça parce que je suis vraiment une scénariste du pire, toujours, j'angoisse de tout. Je suis complètement, je ne sais pas quel est le mot, mais j'ai l'impression qu'on va dans le mur. Je pensais à ça il n'y a pas très longtemps. Je voyais un truc futuriste qui se passait en 2150. Ça m'a arraché un rire. Je me suis dit, mais il n'y aura plus d'humains en 2150. Moi, pour moi, vraiment, on est foutus, on va vraiment dans le mur. Donc, j'ai toujours un truc très sombre. Et je suis entourée de femmes qui me disent, mais non, pourquoi tu dis ça? Regarde, qui par exemple sont capables de voir des signes positifs. Là où moi j'en vois plus du tout, qui ont voilà, le courage de se lancer dans une campagne présidentielle, alors que vraiment je me dis oh là là, pour des bonnes raisons en plus. Enfin, c'est chouette d'avoir des modèles de proximité, d'avoir des modèles de la porte d'à côté. Et en ce moment, je ne sais pas si c'est un alignement des planètes ou si c'est parce que je suis plus attentive, mais j'ai l'impression d'en croiser 10 par jour. Et ça marche beaucoup mieux sur moi maintenant que de me dire ah, Simone Veil. Voilà. Je pense que dans un temps d'eux, c'est génial de dire que c'est aussi des vraies personnes qui font des vraies choses dans la vraie vie. Ça marche super bien sur moi. Sarah Mazouz, de votre côté, qui Alors moi, je me disais, ça serait bien d'arriver à un moment où on n'aurait plus à sortir une figure, mais qu'on soit toutes acquises au féminisme. Et du coup, cette histoire de patriarcat ne durerait pas plus de 5 minutes. Mais bon, on n'en est pas là, donc je me suis quand même conformée à l'exercice et je réfléchissais. C'est difficile de choisir, mais j'ai finalement pensé à Rosa Luxembourg. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça s'inscrit, je pense que c'était la première femme politique dont ma mère m'ait parlé, donc ça s'inscrit dans cette filiation féministe et je garde une espèce de cette impression, enfin, comment dire, mon regard d'enfant impressionné par ce qui m'était dit de cette figure politique. Et puis en repensant au parcours de Rosa Luxembourg, je me disais qu'elle était intersectionnelle avant l'heure, sous une modalité autre, c'est-à-dire une femme qui a connu l'exil, qui était victime dans un contexte, une femme juive dans un contexte d'antisémitisme très fort, une juive polonaise, puis après devenue allemande, qui a son engagement socialiste, et donc voilà, un combat pour une
société plus juste, avec une société plus juste économiquement et socialement. Et puis je me disais qu'il y avait deux choses qui avait son engagement internationaliste, qui est quelque chose aussi qui semble important dans un contexte où le nationalisme est triqué et s'impose de plus en plus dans les discours et dans les visions. Et puis j'aime bien l'idée que voilà, dans les luttes politiques, il y a une forme de spontanéité à comprendre comme une créativité presque artistique. Voilà. Et enfin, vous, Alice Coffin? Alors, moi, il y a beaucoup vraiment de combattantes actuelles qui me font régulièrement pleurer, tellement ou sourire, et souvent c'est un peu la même chose, tellement je suis émue. Mais je pense que la dernière chose, et disons, près qui m'est vraiment énormément touchée comme combat et comme combattante, c'est celui des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles, et que j'ai trouvé absolument fabuleux. Je ne vais pas trop développer là, mais vous pourrez trouver facilement tout le détail de leur lutte qui a duré près de 2 ans pour obtenir une revalorisation de leur salaire, un changement de leurs conditions de travail. Et ça m'a particulièrement, en fait, vraiment, parce que c'était un combat qui menait en plus une multiplicité de discriminations, qui étaient des discriminations racistes, sexistes, d'ordre social, et la façon, en fait, aller voir vraiment ce qu'elles ont fait, aller voir les images aussi, aller voir comment ce combat-là a été mené, et en plus elles ont réussi. Moi je l'ai croisé régulièrement dans différentes mobilisations, et par ailleurs, et pour moi c'est toujours extrêmement important dans les manières de mener la lutte, c'était leurs représentantes, enfin celles qui discutaient avec tout le monde, étaient des gens particuliers, enfin avec des contacts et des. Enfin, c'est une valeur, hein, voilà, moi que j'en parle tout le temps dans le livre et tout ça, le truc de la gentillesse, le truc mais qui est très très importante pour moi dans les luttes, parce que souvent on oublie un peu, et dans un truc où je comprends qu'il y ait des situations tellement désespérées qu'on se dise la fin justifie les moyens, et qu'il y a des trucs un peu trash, moi je trouve, et là, justement, sans rien renier de la radicalité de la lutte et du courage, mais vraiment immense, et à la fois fait de manière, c'est une leçon absolue pour moi, voilà, de militantisme et de combat. Donc vraiment, je vous recommande d'aller voir, et j'espère vraiment qu'elles vont être célébrées, parce que n'importe un truc comme ça qui aurait été fait par des mecs, on aurait déjà les droits qui se battraient pour faire le film de la lutte, et donc j'espère que ça va être vraiment célébré, et que ça va s'inscrire et transmis dans les mémoires, parce que c'était un combat tout à fait, vraiment exemplaire, quoi. Bravo à elle. Bien, vous m'offrez une transition en or, Alice, parce que Rachel Keke, donc, qui est une des figures de cette lutte, elle est dans la déferlante, elle ouvre avec ses mots le dossier Se battre, et je la laisse donc conclure cette discussion en lisant quelques mots qu'elle nous a donnés. On nous a infantilisés, on nous a piétinés parce qu'on réclamait notre droit. Quand on tient, quand on gagne, on est plus élégante, on marche la tête haute, on chante, on est rayonnante. Tout le monde me le dit, et moi je réponds, c'est la victoire. Voilà. Un grand merci. Donc c'est dans La Déferlante. Ça c'était le texte d'ouverture. Donc c'est Rachel Keke avec une très belle photo d'elle signée Nancy Wang Moussissa. Un grand merci à toutes les trois. Vraiment, c'était un beau moment. Le féminisme est sans doute un sport de combat, mais c'est vraiment aussi un lieu de rencontre formidable. On n'arrête pas de le constater à La Déferlante. Pour les gens qui nous regardent, vous pouvez retrouver donc Pénélope Bagieux, Alice Coffin et Sarah Mazouz dans le numéro 3 de La Déferlante, en vente sur revueladéferlante.fr ou chez votre libraire dès demain. Et puis, vous pouvez aussi retrouver La Déferlante tous les 15 jours dans votre boîte mail en vous inscrivant à notre newsletter. Je voulais adresser un grand merci à Jennifer Tederi et Elodia Moton qui ont traduit cette discussion en langue des signes. Également à Baptiste Thévelin pour tout l'accompagnement, notamment technique. Et bien sûr à Perrine Doba. Voilà. Un grand merci à vous. Et puis, rendez-vous pour de prochaines luttes bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.